série qui s'appelle Russie 1917, la Révolution, et donc qui reprend, disons, l'année 17, soit sous forme thématique, soit sous forme d'analyse dans le temps des événements principaux. Il y a encore 3 numéros à apparaître, septembre, octobre, novembre. Et au mois de décembre, la revue fera un numéro entier de 36 pages sur, bah voilà, on a pris le pouvoir le 25 octobre, qui est le 7 novembre dans notre calendrier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes de la révolution russe, etc., etc. Donc voilà. Donc, fin de la page de pub. Le but de ce point-là, c'est d'avoir une discussion sur ce qui a fait l'exceptionnalité de la révolution d'octobre. En tout cas, sur l'élément central, essentiel, qui a fait son exceptionnalité. Exceptionnalité pourquoi? Parce que c'est la seule révolution victorieuse dans le monde qui a débouché sur un pouvoir des travailleurs, un problème par ailleurs, dans une perspective et une dynamique de transformation socialiste, à l'opposé d'autres révolutions victorieuses qui étaient menées par disons, des partis pour la plupart formés dans le monde stalinien, pour la plupart appuyés sur une armée hiérarchisée, etc., et qui ont débouché sur l'instauration de régimes qui tentaient plus ou moins de copier et de staliniser. Alors bon, ça va de la Chine et la Yougoslavie jusqu'à Cuba, le Vietnam, etc., mais le pouvoir des travailleurs avec au début, alors ce matin Daniel Mainviel a bien expliqué comment c'était au début, et il y a eu tout de suite d'énormes problèmes, et à partir de quelques temps, quelques années, ça a commencé à dégénérer, il a commencé à avoir une bureaucratie, etc., mais au début était un réel pouvoir des masses auto-organisées qui contrôlaient, qui révoquaient les dirigeants, etc., Bon. Et de plus, une révolution qui, donc sous la direction d'un parti, on va y revenir évidemment, le parti bolchevique, engageait cette révolution pas du tout avec l'illusion que c'était possible de construire le socialisme en une toute seule. Hein. Au contraire, Lénine, Trotsky, tous les bolcheviks disaient tout seul on n'y arrivera jamais, il y aura plein de problèmes, la Russie est beaucoup trop arriérée. Nous commençons cette révolution en la concevant dès le début comme le premier maillon, le signe déclencheur des révolutions en Europe et plus largement dans le monde. Seule la révolution dans les pays européens les plus développés, en particulier en Allemagne, qui était le pays à l'époque le plus industrialisé, le plus important, pouvait permettre, en autorisant une jonction entre ces pays-là et la Russie extrêmement arriérée du tsarisme, de faire des pas en avant vers le socialisme. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les bolcheviks qui avaient dans leur programme la socialisation des terres, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas appliqué leur programme. Ils ont repris le programme du Parti socialiste révolutionnaire, on y reviendra, qui était la distribution des terres aux paysans, distribution que les paysans avaient déjà commencé à organiser par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle aussi le parti bolchevique, au départ, il instaure une forme de contrôle ouvrier dans les entreprises, dans les usines, les travailleurs voilà, ont un regard sur la gestion, sur ce qui se fait, parfois un droit de veto, etc., mais n'envisageaient absolument pas la nationalisation, l'étatisation des entreprises. Hein. Et ce qui a forcé le nouveau pouvoir à décréter l'étatisation, la nationalisation, ça a été la guerre civile, les conditions catastrophiques de destruction du pays qui nécessitaient une direction centralisée, etc. Hein. Donc, c'était une révolution qui était totalement internationaliste. Pas un internationalisme abstrait, un internationalisme prolétarien, l'union des travailleurs, des classes ouvrières de tous les pays qui seuls pouvaient renverser ce régime capitaliste internationaliste qui avait débouché sur la barbarie de la Première Guerre mondiale.
ça, c'est l'exceptionnalité. Quel est l'élément essentiel qui produit cette exceptionnalité? C'est la conjonction et l'union de deux facteurs. D'un côté, une classe ouvrière extrêmement radicale, très politique, très sensible aux idées révolutionnaires, et on peut ajouter une classe paysanne. La Russie avait 160 millions d'habitants à l'époque, 90% de la population était paysanne, une classe paysanne hyper opprimée, méprisée, marginalisée, qui avait des traditions décennales de révolte, d'insurrection contre le pouvoir, les propriétaires, l'autocratie, etc., etc. Et de l'autre, un parti révolutionnaire, marxiste, de combat, doté par ailleurs d'une direction pour le moins digne de ce nom, une des seules qu'on ait connues dans l'histoire, et qui a été capable d'entrer en jonction et de donner une orientation politique à ce mouvement de masse qui s'est développé à ce moment-là. Donc, février, ça a été spontané, très largement spontané, même si la spontanéité était évidemment nourrie d'années et d'années d'activités révolutionnaires, de propagande, des courants, des organisations, etc., comme l'avait été 1905. C'est la même chose, mais octobre, en revanche, est quelque chose qui a été sur la base d'une réalité politique, à savoir que les travailleurs, les soldats qui mouraient au front, la paysannerie voulait un changement radical maintenant. C'est quelque chose qui a été, ce changement radical, il a été organisé par ce parti. Et donc c'est l'union de cette classe ouvrière, plus largement de ces masses, et de ce parti révolutionnaire marxiste. En revanche, la révolution est entrée en crise, non pas du fait de l'agression extérieure de la contre-révolution, mais elle est entrée en crise dès que le lien entre le parti et les masses a commencé à s'étioler et que l'un ou l'autre a fait défaut à l'autre. Bon. Alors bon, tout cela c'était évidemment dans le... qui explique aussi l'exceptionnalité dans le contexte très particulier de la guerre mondiale, de la boucherie de la Première Guerre, dans le cadre de la dynamique qui avait été ouverte par le renversement du tsarisme, de l'autocratie suite à la révolution de février, et de l'incapacité du gouvernement bourgeois mis en place à l'époque, où il y avait l'ombre de la bourgeoisie, parce que la Russie avait un développement capitaliste récent et important, mais une bourgeoisie très faible, sans tradition, sans implantation, etc. L'incapacité de ce gouvernement provisoire à satisfaire la moindre des revendications ou aspirations populaires. Pratiquement la seule mesure démocratique progressiste qu'a prise le gouvernement provisoire, c'était le suffrage universel, mais pour tout le monde. Les Russes, ils ont eu en même temps le suffrage universel et le droit de vote des femmes. C'est la seule mesure progressiste du gouvernement provisoire. Sur tout le reste, la terre, il disait non, 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 attendons l'élection de l'Assemblée constituante qui devra décider. On ne peut rien faire, etc. Mais les masses paysannes, à l'été, notamment en 1917, ont commencé, c'était une jacquerie, une insurrection, occuper les domaines, tuer les propriétaires fonciers, se répartir les terres, etc. Et dans les usines, c'est un peu la même chose. Le gouvernement disait non, 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 il faut respecter la légalité, c'est seulement l'Assemblée constituante qui peut discuter, et les travailleurs, ils ont pris le contrôle, ils ont viré les directeurs, et tout ça, c'est le fonctionnement de février à octobre qui explique la montée en puissance des bolcheviks dans les soviets ensuite et leur prise du pouvoir, sans laquelle ça aurait été totalement impossible. Alors, voyons maintenant très rapidement ces deux facteurs. Alors, la classe ouvrière, elle est d'abord très jeune. La Russie, au début du XXe siècle, est, je ne sais pas si c'est le pays le plus jeune du monde, mais un des pays les plus jeunes. Il y a une très forte démographie.
vous savez, 30-35% de la population qui a moins de 20 ans. Hein, c'est un pays de jeunes. Hein, en plus, les gens meurent assez tôt, hein, vu les conditions sanitaires, l'aération, etc. C'est une classe ouvrière qui est arrivée récemment de la campagne. La plupart des ouvriers, c'est première ou deuxième génération à l'usine, pas plus, hein, parce que l'industrialisation est très récente. Comme elle est tardive, bon, c'est une des expressions de la loi du développement inégal et combiné, ben, les innovations technologiques, les techniques des pays les plus développés arrivent directement sur un truc hyper arriéré, et donc ça veut dire de très grosses usines. Hein. Il y a un chiffre qui est étonnant, pour vous dire, en 1911, 54% des ouvriers russes travaillent dans des usines employant plus de 500 ouvriers. Alors qu'aux États-Unis, qui est le pays le plus développé du monde, cette proportion est de 31%. Voilà, c'est le pays où il y a la classe ouvrière jeune, sans expérience, etc., la plus concentrée. Elle est cependant très minoritaire dans le pays. Hein, à l'ouverture de la Première Guerre mondiale, la Russie a environ 160 millions d'habitants. À l'issue de la guerre civile, ça a baissé de manière dramatique. Ils vont passer à 130. Donc, tous les morts de privation, de machin, de trucs, ou des gens tués, pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a dévasté cet immense pays. Sur 160 millions d'habitants, il y a, selon les sources qui varient, entre 10 et 12 millions de salariés exploités. Salariés exploités, c'est les ouvriers d'usine, les services, alors les services c'est tout, ça va du télégraphe jusqu'aux blanchisseuses par exemple, etc. Les transports, il y a beaucoup d'employés des chemins de fer, parce que le chemin de fer vient de s'implanter, il y a 600 ou 700 000 employés, des salariés des banques de la construction, du bâtiment travaux publics, et sur ces 10 ou 12 millions, on estime qu'il y a 4 millions d'ouvriers d'usine, qui, comme voilà, on vient de le voir, sont les plus concentrés au monde, dans de très grosses usines. Il y a 3 bassins de rassemblement de la classe ouvrière. Le premier, le principal, c'est Petrograd, la capitale, alors qu'il y a la contradiction, comprendre la révolution, il y a à la fois 300 000 ouvriers d'usines, enfin c'est 200 000, beaucoup, dans des usines immenses. Il y a en même temps 200 à 300 000 soldats qui sont dans les garnisons de l'arrière, qui sont les régiments soit de réserve, soit de formation des recrues pour le front, hein, et qui sont évidemment complètement contaminés par les ouvriers, l'intelligentsia, etc. Sinon, l'autre centre industriel, c'est Moscou, et le troisième, c'est le sud-est de la Russie, autour de Nijni Novgorod et cette région. Il y a des mines, de la métallurgie également, etc. Elle est hyper concentrée, elle est jeune, elle est surexploitée, complètement surexploitée. En Occident, un ouvrier travaille 10 ou 11 heures par jour. En Russie, il travaille 14 heures. Elle a des salaires hyper bas, qui permettent parfois juste de manger, de nourrir la famille, ou à peine. Elle n'a aucune liberté, je dis avant février, elle n'a aucune liberté politique ou syndicale, à l'opposé de tout l'Occident, tout le reste de l'Europe. Le régime de l'autocratie fait que, évidemment, tout parti qui n'est pas du régime est interdit, et de même, tout syndicat est interdit. Il y a eu plein de tentatives de regroupement syndical, de formation de syndicats, et quand un syndicat apparaît, la police débouche immédiatement, soit la police secrète, soit la police normale, etc., arrête les responsables, les met en prison, les déporte, certains sont tués. Quand ils sortent dans la rue pour manifester,
la police, l'armée interviennent et tirent. Bon. Et ça a un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est qu'à l'exception de toute l'Europe occidentale, en Russie, il n'y a pas de tradition réformiste. Ça n'existe pas. Il y a du réformisme dans les élites politiques et dans les élites de la social-démocratie ou du Parti socialiste révolutionnaire. Mais il n'y en a pas, à la base, dans les usines. Il n'y a pas non plus de bureaucratie ouvrière, parce que le régime ne négocie rien. Il ne négocie pas avec des syndicats en leur donnant des clopinettes pour créer une bureaucratie. Même les dirigeants mencheviques des entreprises, les mencheviques qui pensent pourtant qu'il faut une révolution bourgeoise et pas aller plus loin, etc., et qui veulent s'allier avec la bourgeoisie libérale, quand ils sont chopés par la police, ils sont tabassés, emprisonnés, relégués en Sibérie, comme les bolcheviks. Exactement pareil. Deuxième conséquence, c'est le fait que toute lutte élémentaire, par exemple, il y a un peu d'inflation, on veut augmenter les salaires parce qu'on veut bouffer. Toute lutte, face au blocage qui apparaît, tend immédiatement à poser les problèmes politiques plus généraux. Et spontanément, les ouvriers disent oui, face à ce blocage, il faut en finir avec l'autocratie, il faut un autre type de système, lequel, je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais il y a une série de partis révolutionnaires de courants de tendances très divers qui sont en contact permanent avec la classe ouvrière. Et puis, une autre conséquence, c'est qu'en l'absence de syndicats, quand vous avez un petit mouvement, vous avez, bon, même pas grève, mais vous avez une doléance, une revendication à poser au patron, comment vous faites? Vous élisez des délégués pour aller poser les revendications au patron. Et puis les délégués sont mandatés. Et les délégués doivent rendre compte à leur atelier. Voilà, j'ai vu que vous m'avez mandaté, j'ai vu le patron, il a dit ça, etc. Et ça, c'est une habitude permanente, normale. Et c'est de cette pratique que naissent les premiers soviets en 1905, c'est-à-dire les délégués ouvriers, qui vont ensuite se généraliser. Il y aura 50, 60 soviets dans la révolution de 1905, et puis couvrir tout le pays à partir de février 1917. Donc ça veut dire que, bon, voilà, il n'y a pas de bureaucratie syndicale et il y a une tendance spontanée à l'auto-organisation. Bon, après, on peut discuter, est-ce que c'était suffisant, pas suffisant, machin, mais cette tendance est absolument indéniable. Voilà, à quoi s'ajoute un autre facteur qui est la réceptivité nécessairement aux idées révolutionnaires. Alors là, il y a des courants révolutionnaires de tout, mais ces courants, il faut dire, on a dit que la Russie est un pays très jeune. Ça veut dire qu'il y a énormément de lycéens et d'étudiants. Et vu le fonctionnement de l'autocratie, ces lycéens et étudiants, ils n'ont aucune possibilité d'accéder à un poste correspondant un peu à leurs aspirations. Alors certains deviennent avocats, médecins, certains s'intègrent dans l'appareil d'État, mais la grande majorité ne trouve pas du tout à s'insérer dans cette société. Où ils n'ont pas de place, parce que l'autocratie, c'est un système très fermé, avec la noblesse, avec l'église orthodoxe, qui verrouille beaucoup de choses, etc. Ça veut dire qu'énormément de ces jeunes rejoignent des partis révolutionnaires. Ils vont les nourrir, et bon, c'est la majorité, par exemple, du parti bolchevique en 1917. Ce sont des jeunes de ce type, étudiants, ex-étudiants, etc., avec une forte composante ouvrière alors, mais qui n'est pas majoritaire en 1917. Je serai un peu après. Voilà, donc, alors, ces courants, on va en dire un mot maintenant. Ouais, je suis à la moitié à peu près. Il y en a trois principaux. C'est les socialistes révolutionnaires ou social-révolutionnaires, les marxistes, c'est-à-dire le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, créé en 1901
sur la base de tentatives de regroupement antérieures, notamment à l'initiative de Georges Plekhanov, qui était un peu le fondateur du marxisme en Russie, et puis il y a un courant anarchiste également, dont il faudra dire quelques mots. Entre ces différents courants, il y a une multitude de tendances, de dissidences, de choses entre les deux. Au premier, au deuxième congrès des soviets en 1917, vous avez 12 ou 13 groupes différents qui sont recensés, qui sont tous des courants de la classe ouvrière. Hein. Les mencheviks ont deux scissions, enfin une grande scission de droite, qui est justement celle de Georges Plekhanov, le fondateur du premier groupe marxiste, l'émancipation du travail en Russie, à la fin du XIXe siècle, hein, qui est le courant le plus à droite, hein, qui soutient totalement la guerre, la bourgeoisie, le parti cadet ouvertement. Les socialistes révolutionnaires, ils ont plusieurs scissions. Il y en a une qui va exister encore 2 ou 3 ans après 17, ça s'appelle les maximalistes. Hein, c'est des socialistes révolutionnaires qui veulent remplir tout le programme tout de suite, hein, et qui par certains points se rapprochent des anarchistes. Et chez les bolcheviks, outre la scission entre bolcheviks et bolcheviks, on va dire quelques mots, il y a aussi toute une série de groupes intermédiaires, hein, dont le plus célèbre est celui de Trotsky. Trotsky et son groupe, qui a 4000 militants à Petrograd, rejoignent le parti bolchevique à son congrès de la fin juillet 1917. Dans tout ça, la guerre joue un rôle. L'ouverture de la guerre impérialiste, ça scinde les partis. Dans le Parti socialiste révolutionnaire, la direction, dont le dirigeant le plus connu, historique, c'est Tchernov, prend une position de défense nationale, défense de la Russie contre l'Allemagne, et bon, tout en disant la paix, ça serait mieux, mais il faut défendre notre patrie contre l'envahisseur. Voilà. Une minorité, avec des gens comme Kamkov, Steinberg et Maria Spiridonova, condamne la guerre impérialiste et une politique pacifiste. Voilà. La même chose. Bolcheviks, mencheviks qui se sont séparés dès 1903, après ils sont réunifiés, après ils sont reséparés. Mais chez les mencheviks, en 1914, il y a une minorité qui condamne la guerre, qui participe aux conférences de Quintal et Zimmerwald, la conférence de la gauche européenne contre la guerre, minorité dirigée par Julius Markov, qui s'appelle les mencheviks internationalistes. Bon, voilà, donc il y a toute une série de groupes intermédiaires. Je vais dire juste quelques mots par rapport à ça. Comment dire, alors, le Parti socialiste révolutionnaire, c'est la tradition la plus ancienne. Hein, c'est un parti qui est surtout influent dans les campagnes, mais pas seulement. Hein, il y a une étude sociologique qui a été faite sur la réalité du Parti socialiste révolutionnaire avant 1917, qui montre que la majorité de ses membres font partie des catégories intellectuelles supérieures ou inférieures. Inférieures, ça va depuis employés de bureau, et supérieures, c'est médecins, avocats, etc. Ça, c'est 55% des membres du parti. Ils ont aussi des artisans, des commerçants, des ouvriers, et qui ont une petite minorité de paysans. C'est le parti qui est majoritaire dans les campagnes durant toute l'année 1917, mais qui a très peu de paysans organisés dans ses rangs. Ce parti vient de la vieille tradition populiste, hein, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce sont les héritiers. Alors populiste, c'est pas dans le sens de Pablo Iglesias ou de Mélenchon. Hein. C'est dans le sens de le pouvoir au peuple, donc renverser l'autocratie. Il faut établir le pouvoir populaire, et sur cette base, après une étape, il y aura une évolution vers une société socialisante, voilà, définie de manière vague, mais avec une forte référence à la vieille organisation villageoise en Russie,
l'organisation du MIR, bon, qui est la communauté paysanne qui se réunit entre elles et qui décide qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup de terres qui sont collectives, etc. etc. Bon, ça, c'est ce parti-là qui a eu... Bon, le Parti socialiste révolutionnaire reprend cette tradition. Hein, il est fondé en 1901. Et la tradition est bien plus ancienne. Il est incarné par une organisation qui s'appelle Narodnaya Lilo, la volonté ou liberté, il paraît que le terme russe est entre les deux, du peuple, volonté ou liberté du peuple, et qui défend cette perspective, qui pense que la classe qui doit prendre le pouvoir, c'est la paysannerie, parce que c'est l'immense majorité du peuple, et qui est un peu déçu de voir que la paysannerie ne réagit pas à ses appels. En général, ouais, c'est les fonctionnaires, les avocats, les médecins des petites villes, hein, des petites villes rurales, hein, qui dirigent ça, ce mouvement. Des fois, les paysans, ils sortent, ils s'arrachent tout, et des fois, ils font rien, il y a de la passivité, ils sont déçus, et donc ils décident, bon, on va faire quelque chose pour les réveiller, et pour combattre le tsarisme. Et la solution, c'est le terrorisme. Voilà. Donc, les attentats contre des bâtiments et contre des personnes. En 20 ans, les socialistes révolutionnaires tuent, selon les sources, entre 5 000 et 10 000 dirigeants ou fonctionnaires du tsarisme. Ils font un gros coup en tuant le tsar de l'époque, celui qui a précédé Nicolas II. Pour l'anecdote, le frère aîné de Lénine fait partie de cette organisation-là. Il participe à une tentative qui échoue lamentablement, parce qu'ils sont piqués, ils ne sont pas organisés d'assassinat du tsar. Et le frère de Lénine est condamné à mort, qui est pendu. Et certains disent que Lénine en a été bouleversé, que ça a déterminé qui était un ado, à l'époque, ça a déterminé le chemin de sa vie, mais en disant en même temps, ce n'est pas la solution du terrorisme individuel, il faut une autre voie, et il aurait, notamment Lars Tilly, un marxiste canadien qui dit ça, il aurait à ce moment-là épousé le marxisme et recherché une voie marxiste adaptée aux conditions de la Russie. Bon, alors ce parti-là en 1917, oui, alors pour vous dire, le dirigeant en 1879 du parti SR, il s'appelait Andrei Geliabov, et dans un congrès, il prononce cette phrase qui résume un peu le programme des populistes de l'époque, la volonté du peuple, c'est « l'histoire est trop lente, il faut la pousser ». Voilà. Le recours, c'est les attentats, etc. Donc ce parti, comme j'ai dit, voilà, le parti SR se constitue en 1901 en reprenant cette tradition. Il continue la politique terroriste, hein, il a un groupe spécial terroriste chargé d'assassiner les personnalités du tsar, etc. Bon, pour être juste, quand il y a des soulèvements paysans, ils vont aussi les soutenir. Et en février 1917, et dans les premiers mois de la Révolution, vu la majorité paysanne dans le pays, c'est le principal parti du pays. Il a à l'époque 1 million de membres, paraît-il. Donc, comme j'ai dit également, au début de la guerre, il s'est divisé entre défensistes et antidéfensistes, enfin, opposant à la guerre. Les décantations vont être très lentes. Et en réalité, l'aile gauche du parti n'est exclue que au lendemain du deuxième congrès pan-russe des soviets, fin octobre, c'est le congrès qui entérine la prise du pouvoir et la fondation d'État soviétique. C'est au lendemain qu'ils sont exclus, hein, dans l'Assemblée, parce qu'eux, ils approuvent le décret, on prend le pouvoir, les soviets prennent le pouvoir, les SR de gauche, donc ils sont exclus du parti, et ils créent leur parti seulement au mois de décembre. À cette époque, ils sont majoritaires parmi les SR, avec toute la dynamique révolutionnaire, etc. etc. Mais ça explique, soit dit entre parenthèses, par rapport à l'exposé que j'ai écouté ce matin de Daniel Maviel, notre ami Daniel, le paradoxe de l'Assemblée constituante, qui se réunit début 1918.
l'Assemblée constituante a été élue sur des listes et sur des professions de foi, parce qu'il y avait des déclarations envoyées aux électeurs antérieures à la Révolution d'octobre, et pour le parti SR, pour un parti SR qui était unifié, et où le contrôle total était assuré par la droite, à tel point qu'il y a eu 700 et quelques députés à l'Assemblée constituante, les bolcheviks en avaient 175, une minorité, le parti SR en avait 410. Sur les 410, il y a 370 SR de droite et 40 SR de gauche. Ce qui veut dire que, bon, alors que les SR de gauche avaient au moins la moitié à ce moment-là, voire étaient majoritaires, ce qui veut dire, c'est un argument par rapport à tous les débats sur l'Assemblée constituante, que même du point de vue de la démocratie représentative, élective, un homme, un vote, etc., l'Assemblée constituante, ça n'est pas ce qui n'est pas du tout représentatif. Et sans doute les soviets étaient plus représentatifs. Voilà. Bon, je veux dire, oui, merci. Ah oui, les SR de gauche ont gouverné avec le parti bolchevique, ils ont été membres du gouvernement avec soit 3, soit 2 commissaires du peuple jusqu'en mars 1918, comme ça a été dit ce matin, ce qui fait péter ce traité de Brest-Litovsk, qui n'accepte pas, qui se barre du gouvernement à ce moment-là. Et ensuite, quelques mois plus tard, au début du mois de juillet, les vieux démons ressurgissent. Les vieux démons terroristes, le volontarisme révolutionnaire, la puissance de la volonté, de l'exemple, etc. Et ils organisent un coup d'État. À Moscou, qui était devenu la capitale, ils organisent un coup d'État, une insurrection, s'appuyant d'ailleurs sur la Tchéka, dont ils sont des responsables importants. Bon, qui est très rapidement battu des faits. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque, ils théorisent que les bolcheviks ont échoué, mènent la révolution à la catastrophe, etc. Donc il faut les renverser et instaurer la dictature d'un seul parti, le Parti socialiste révolutionnaire de gauche. Plus tard, les bolcheviks théoriseront la dictature d'un seul parti, mais les SR l'ont fait dès juillet 1918. Bon, alors évidemment, les conséquences de ça, de ce coup d'État, de cette rupture, ont été absolument catastrophiques, puisque ça voulait dire que voilà, il n'y avait plus de pluripartisme au gouvernement. Ça ne s'est pas traduit automatiquement directement dans les soviets, mais ça s'est traduit progressivement, etc. etc. Voilà. Alors, moi, juste un mot sur le courant anarchiste, je n'ai pas le temps de développer. Les anarchistes sont très faibles au début de la Révolution. Très très faibles. Ils jouent un rôle à Pétrograd, notamment. Il y a deux groupes, il y a les anarcho-syndicalistes et les anarcho-communistes. Les deux ont en commun qu'on est contre la politique et contre tout pouvoir politique. Simplement, les anarcho-syndicalistes pensent qu'il faut construire des syndicats qui doivent organiser la population pour se gérer, et les anarcho-communistes veulent l'instauration de communes paysannes, ouvrières, immédiates, etc., qui se fédéreront ensuite. Bon, voilà. Ils sont très faibles, c'est bizarre, parce que les deux grands penseurs anarchistes de l'époque, Bakounine, qui est déjà mort il y a quelques dizaines d'années, et Kropotkin, qui est toujours en vie, ils sont russes. Hein, bon. Mais bon, il y a sans doute deux facteurs qui expliquent leur extrême faiblesse. La première, c'est ce refus de toute politique et de tout pouvoir politique. Ça ressemble aux théories de Holloway, sur un peu. Non, pas. C'est plutôt Holloway qui le ressent. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Et donc, évidemment, ça veut dire pas d'organisation nationale, des groupes locaux, régionaux qui font ce qu'ils veulent, etc. Et l'autre problème, il faut dire que Kropotkin, qui est mort en 1921 seulement, qui était leur idéologue, leur principale activité, c'était de distribuer des brochures de Kropotkin. Il avait signé en 1916 le manifeste des 16, avec des Français et des anarchistes d'autres pays, qui était un manifeste de défense nationale contre l'Allemagne, et d'appel à gagner la guerre contre l'Allemagne. Voilà, ce qui évidemment a dû poser des problèmes. Voilà, et bon, l'autre courant, alors bon, je suppose qu'on en a
savez que la première scission intervient en 1903. Au départ, c'est sur un problème de comment on s'organise. Pardon ? Oui, oui, oui. Comment on s'organise. Je rappelle, la proposition de Lénine peuvent être membres du parti, ceux qui participent personnellement à l'une de ces organisations. C'est pas excessif quand même. Et la proposition de Martov, qui sera mais il ne le disait pas à l'époque, qui deviendra le dirigeant donc, des mencheviks internationalistes, c'est ceux qui collaborent régulièrement et personnellement sous la direction d'une de ces organisations. Ce qui veut dire, dans un cas, un parti de militants, dans un autre cas, un parti d'adhérents, élargi aux sympathisants, etc., etc. Alors, il y a eu beaucoup de théorisations sur que faire. Quand vous lisez les trucs de lutte ouvrière, vous voyez des trucs hallucinants là-dessus. Mais Lénine a dit, expliqué, etc., que en fait, c'était la seule solution pour avoir un parti efficace sous les conditions de l'autocratie, de la répression, de l'interdiction de toute liberté politique, et que nécessairement, on devait être structuré comme ça, avec une partie clandestine, voilà, et qu'on ne pouvait pas fonctionner de manière différente. Bon, ça, la deuxième raison, c'est sur la deuxième grande différence, c'est sur les perspectives de la révolution. Les mencheviks disent que ça ne peut être qu'une révolution bourgeoise qui doit permettre le développement du capitalisme en Russie. Et après une longue période de développement du capitalisme, nous pourrons envisager éventuellement une transformation socialiste. Les majoritaires, les bolcheviks, avec Lénine, disent oui, les tâches démocratiques bourgeoises restent à accomplir, c'est-à-dire la liberté, les libertés, le droit de vote, la réforme agraire, une série de choses de ce type. Mais la bourgeoisie russe est trop faible et trop veule, elle est liée à l'appareil d'État tsariste pour les accomplir, donc c'est au prolétariat révolutionnaire de faire ça en alliance avec la paysannerie. D'où sa formule de dictature révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie. Mais il ne dit pas que ça. Alors après, il y aura des différenciations au sein des dirigeants bolcheviques eux-mêmes. Il ne dit pas que ça. Lénine dit, et une fois qu'on aura fait ça, dans un délai qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, dépendront des événements, des tâches de type socialiste se poseront également. Parce que si nous sommes au pouvoir, évidemment, selon le soutien qu'apporteront ou n'apporteront pas les masses à notre programme, nous pourrons envisager une série de tâches allant dans le sens d'une transformation socialiste. Bon. La troisième position, comme on sait, c'est celle de Trotsky, qui à l'époque n'était ni des mencheviks ni des bolcheviks, et qui dit seule la classe ouvrière peut faire la révolution dans la direction de la paysannerie, et vu les conditions particulières de la Russie, l'arriération, etc., ce qui est à l'ordre du jour est directement une révolution socialiste. Et on verra en 1917, en fait, la révolution de Lénine et de Trotsky convergent complètement. Moi, je suis quoi on dit souvent, je suis de tradition trotskiste aussi, dans cette tradition, on dit souvent que Lénine a pris en avril la position de Trotsky. C'est ce qu'il y a dans la lettre d'Alexiofé, dirigeant du parti bolchevique proche de Trotsky, avant son suicide en 1927. Il explique que j'ai parlé avec Lénine, il a dit c'est Trotsky qui avait raison, etc. Bon. En même temps, jusqu'au début de la guerre civile, les bolcheviks ne nationalisent pas l'économie, ne socialisent pas, ils pensent que c'est trop arriéré, qu'il faut être il faut aller plus prudemment, prendre des mesures progressives, etc. Bon, voilà, et je vais bientôt terminer. Bon, alors ça devient juste pour dire que les deux deviennent des partis de masse. En avril 1917, les mencheviks ont 200 000 membres. Les bolcheviks beaucoup moins, 50 000. Fin août, ils passent à 100 000. Avant la révolution d'octobre, ils sont 200 000. Donc c'est des partis qui organisent réellement la classe ouvrière. Je vous rappelle, la classe ouvrière, les ouvriers, c'est 4 millions. Et la classe ouvrière au sens large, avec les cheminots, les blanchisseuses, c'est 12 millions de personnes. Donc ce sont des partis de masse. Bon, après,
ça a dû être abordé par, je ne sais plus qui a fait ça entre février et octobre, c'est Laurent? Non, Patrick Lemoyle. C'est Patrick qui a dû aborder ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, si les camarades sont intéressés, bon, vous avez la série dans la revue qui revient sur ces différents événements. Le prochain article, c'est Patrick qui va le faire sur la question du parti. Voilà. Les socialistes révolutionnaires, eux, en fait, ils étaient pour un socialisme paysan, donc basé sur les communes rurales qui étaient des réminiscences de la propriété collective de la terre d'avant la société féodale. Le féodalisme, mais là je peux enquêter sur l'exposé de Laurent Clément, a été instauré très tardivement en Russie par rapport à l'Europe occidentale, hein, c'était au XVIe siècle, XVIIe siècle. Les mencheviks et les bolcheviks, il n'y avait pas de divergence sur le fait que c'était une révolution démocratique bourgeoise. Là où ça a divergé, c'est que les mencheviks pensaient que par une révolution démocratique bourgeoise, ça doit être fait par la bourgeoisie. Donc on va pousser la bourgeoisie à faire une révolution. Et ça n'a pas marché comme l'a dit Jean-Philippe, c'est la bourgeoisie russe était faible, et puis elle avait un gros problème. C'est l'existence d'un prolétariat qui était certes très minoritaire dans la société, mais qui était très politisé, très organisé, enfin, qui est devenu très politisé, très organisé, qui représentait un danger mortel pour elle. Et la bourgeoisie, elle avait besoin de s'appuyer sur l'appareil d'État tsariste, c'est-à-dire l'armée, la police, hein, pour mater les grèves, pour mater les soulèvements, les émeutes, qui étaient à cette époque-là assez haut. Enfin, en 1905 par exemple, c'est vraiment une explosion sociale. Et d'ailleurs, les partis bourgeois, le parti cadet, il était pour, le principal parti bourgeois, il était pour une monarchie constitutionnelle. Alors, une monarchie constitutionnelle qui aille un peu au-delà de la Douma dont tu parlais, parce que la Douma, c'était une assemblée qui était élue donc, au suffrage censitaire par curie sociale, et puis qui avait un pouvoir uniquement consultatif, hein, pas un pouvoir de décision. Et là, c'était pas tout le pouvoir au soviet, c'était tout le pouvoir au tsar. Hein. Les bolcheviks, ils pensaient que, en 1905 en tout cas, ils pensaient que c'était aussi une révolution bourgeoise qui était à l'œuvre. Par contre, ils pensaient aussi donc que la bourgeoisie n'était pas capable d'accomplir ses tâches. Et que ça allait être donc l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie dirigée par la classe ouvrière. Donc Lénine il fait un tas de calculs sur... c'est une formule algébrique, hein, peut-être que la classe ouvrière sera majoritaire dans le gouvernement provisoire qui renversera le starisme, qui préparera la République et qui mettra en place les tâches démocratiques bourgeoises, ou peut-être qu'il sera minoritaire, on ne sait pas. Mais la question des mesures socialistes était quand même reportée dans leur plus ou moins. Ouais. Et il y avait la troisième option qui était celle de Trotsky, mais Trotsky à l'époque il était très minoritaire. Hein. Il a réussi à hégémoniser le comité menchevique de Pétrograd, mais ça n'allait pas au-delà, qui lui pensait, c'est... Philippe n'a pas prononcé le mot, mais je pense qu'il y pensait très fort, la révolution permanente, hein, c'est-à-dire la révolution bourgeoise qui s'enchaîne tout de suite en révolution socialiste. C'est naturel que il est logique que dans la discussion et l'exposé qu'a fait Jean-Philippe, qu'au bout d'un moment, la question paysanne, elle s'immisce quand on commence à réfléchir au mouvement révolutionnaire en Russie. Et je dirais que le premier aspect de cette question paysanne, c'est peut-être l'ampleur avec laquelle elle participe de l'exceptionnalité que tu soulignais au début de ton exposé. Et pour souligner cette exceptionnalité et le rôle de la paysannerie dans l'histoire, je vais repartir d'une citation de Trotsky dans l'histoire de la Révolution russe, au chapitre 3, le prolétariat et les paysans, où il dit « Pour que se fondât un État soviétique, il a fallu le rapprochement et la pénétration mutuelle de deux facteurs de nature historique
tout à fait différentes. Une guerre de paysans, c'est-à-dire un mouvement qui caractérise l'aube du développement bourgeois, et une insurrection prolétarienne, c'est-à-dire un mouvement qui signale le déclin de la société bourgeoise. Toute l'année 1917 se dessine là. Donc la pénétration et le rapprochement de ces deux facteurs, alors c'est pas simplement de nature historique distincte, il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder, mais on voit que la conjonction de ces deux facteurs est l'un élément majeur de ce qui a fait l'exceptionnalité de la révolution de 17. Bon. Alors, moi, pourquoi question paysanne? Parce que c'est une formule assez classique, hein, on parle de la question paysanne. C'est une façon de dire à quel point il y a une multitude de problèmes, de questions, d'interrogations qui s'entrelacent au point de se cristalliser dans une formule de ce type-là. Et moi, cette question paysanne, je l'ai découverte, j'ai commencé un tout petit peu à la découvrir, justement en vue de la rédaction de l'article sur le sujet dans le numéro de mai de l'Anticapitaliste. C'est-à-dire que je ne connaissais pas, donc je ne suis pas historien, ni absolument pas spécialiste de ces questions-là. Mais voilà, donc j'ai commencé à me plonger dans cette question-là, et en commençant à me plonger dedans, c'est toute la complexité qui en est ressortie, complexité déjà avant 1917, pendant 1917, et évidemment aussi après 1917. Et pour reprendre une autre formule une autre citation que je mets dans l'article, que j'emprunte cette fois à Robert Linhart, dans Lénine, les paysans Taylor, un bouquin de 1976, mais qui a fait date, qui est encore extrêmement intéressant et très actuel, c'est un classique un des classiques sur le sujet. Il disait la chose suivante, que la question paysanne, donc l'échec de l'alliance fondamentale entre les deux principales classes de producteurs directs, ait été au centre de l'histoire soviétique jusqu'à présent, 1976, c'est presque une évidence. Mais sur la façon dont les choses ont pris forme, sur les racines de cette patiente résistance, de cette hostilité paysanne qui a longuement miné la formation sociale soviétique, etc., les avis divergent. Pour certains, car le problème de l'échec de l'union de ces deux classes dans l'URSS, pour certains, c'est à la naissance même de la social-démocratie russe qu'il faudrait remonter, donc à la fin du 19e. Pour d'autres, tout a cassé avec Staline et l'aventure de la collectivisation en 1929, c'est-à-dire après la nef et le début de la collectivisation forcée et de la découlakisation. Pardon. Bon, tout ça, c'est pour dire, pour essayer de faire sentir d'abord l'ampleur de la question. Alors, deuxièmement, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont déjà été abordés dans la discussion. Je vais en réaborder certains, mais pas tous. Mais ce qui m'intéresserait ici, c'est de partager avec vous quelques réflexions qui ne sont pas à partir un peu de la chronologie de ces différents aspects, et des questions, en fait, il y en a deux principales. La question, c'est celle du sujet de la révolution, du sujet social d'un côté, du sujet politique de la révolution. Comment se constitue un sujet révolutionnaire et qu'est-ce que ça implique? Réfléchir un peu à ce premier aspect. Le second aspect, c'est plus sur le plan de la dimension stratégique, sur lequel tu es revenu d'ailleurs les trois conceptions de la révolution, des questions stratégiques sur le caractère de la révolution russe, le type d'alliance qui était pensable ou non, qui était projeté ou non après 1905, comment les choses se sont remodifiées en 1917. Et donc pour réfléchir un peu plus largement sur le rapport entre la stratégie bolchevique et le bolchevisme en général, et le rapport aux masses. Alors, mais avant ça, je me demandais un petit peu comme au début comment faire sentir que la question paysanne, en fait, évidemment, elle ne se pose pas seulement en Russie, elle ne se pose pas seulement au moment de 17, c'est qu'en fait, elle commence déjà à se poser en Europe,
bien plus longtemps avant, et cela chez Marx lui-même. Et je vais repartir de là pour un peu poser le problème, donner quelques jalons pour qu'on réfléchisse autour de là, au-delà des éléments de chronologie. Si vous vous souvenez de la première partie, le premier chapitre, bourgeois et prolétaire du manifeste de 1848, Marx explique que voilà, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des luttes de classe. Le propre il y a toute une fresque historique qu'il développe, et quand il en arrive à présenter ce qu'est la spécificité du capitalisme, c'est effectivement le moment où on va dire un processus de décantation-croissance opère entre ce qu'il estimait être les deux classes fondamentales de la société, bourgeoisie d'un côté, prolétariat de l'autre, et le antagonisme absolu. Bon. Si vous vous souvenez, si vous l'avez en tête, quand vous lisez par exemple le livre 1 du Capital, il n'y a que les bourgeois, il n'y a que les prolétaires. Il y a une analyse de l'antagonisme fondamental, mais c'est un certain niveau d'abstraction en réalité. En réalité, entre bourgeoisie et prolétariat, il y a tout un millefeuille intermédiaire qu'à l'époque déjà, Marx, mais aussi Engels, même quand il analysait la classe ouvrière anglaise dans les années 42-43, ce qu'ils appelaient déjà les classes moyennes, toutes les classes intermédiaires, la petite bourgeoisie, etc. Et Marx, à un moment, donc c'est dans cette première partie du manifeste, dit la chose suivante. Les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie, la grande, entre guillemets, parce qu'elle est une menace pour leur existence en tant que classe moyenne. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais conservatrices. C'est-à-dire qu'elles veulent conserver leur acquis, petite propriété. Bien plus, poursuit Marx, elles sont réactionnaires, elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, c'est en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels. La défense de la boutique, la défense du lopin-terre, etc. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Fin de citation. Je voulais partir de cette formule parce qu'elle est extrêmement intéressante. Où Marx, déjà à ce moment-là, se pose la question des conditions dans lesquelles des classes moyennes peuvent ne pas jouer un rôle réactionnaire ou conservateur. La seule façon pour elles d'aller dans le bon sens de l'histoire, c'est de passer dans le camp du prolétariat, d'adopter ses points de vue. Bon. Ce que ne dit pas Marx précisément, c'est que ce passage des classes moyennes au prolétariat, il ne se fait naturellement pas de façon automatique, spontanée. Au contraire, c'est extrêmement complexe. Et ça va supposer, et c'est toute l'expérience historique du mouvement ouvrier par la suite, va montrer à quel point ce passage au point de vue du prolétariat va supposer une activité, un discours, un programme, une orientation de la part du prolétariat révolutionnaire à leur endroit. Ça, Marx ne le dit pas à ce moment-là. Il le développera plus tard. Le deuxième aspect, c'est quand il dit, et quand elles passent du côté du prolétariat, elles abandonnent leurs intérêts actuels au profit de leurs intérêts futurs. Alors on comprend ce que ça veut dire, c'est qu'à terme, c'est la révolution socialiste qui permettra, la révolution prolétarienne, qui permettra réellement de satisfaire leurs aspirations et leurs besoins les plus profonds. Mais abandonner pour autant les enjeux ou les intérêts actuels, on ne dit pas, les gens ne sont pas de purs esprits, là encore, on se doute bien que les bases matérielles qui vont rendre possible cette dynamique par laquelle les classes moyennes vont se ranger aux côtés du prolétariat, là encore, ces bases matérielles, elles ne vont pas tomber de soi. Bon. Alors, je voulais partir de là parce que, dans le prolongement de cette vision, Marx va forger une première vision de la paysannerie. C'est-à-dire le premier concept, en fait, de la paysannerie, il va le développer dans l'ouvrage qui est le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Écrit après le coup d'État de Bonaparte de 1851.
où il explique bon, comment le coup d'État se produit, comment le futur Napoléon III prend le pouvoir, et comment Napoléon, comment Bonaparte, incarnant voilà, l'excroissance d'un pouvoir exécutif fort, de type un peu dictatorial, prend le pouvoir, réorganise le bloc de la bourgeoisie, mais Marx a soin d'expliquer que Bonaparte, avant de prendre le pouvoir, était déjà président, avait déjà été élu président, et que sa base sociale, sa base électorale, c'était la paysannerie française. 16 ou 17 millions de troglodytes qui se sont reconnus en lui. Pourquoi et Marx en tire certaines leçons. Il explique que si les paysans ont voté pour Bonaparte, toutes sortes de raisons, je ne rentre pas dans les détails, c'est que Bonaparte a incarné, et cette solution de force de Bonaparte a incarné à leurs yeux la possibilité de satisfaire leurs besoins, de satisfaire leurs aspirations de type conservatrice, maintien justement de leur lopin de terre, etc. Et Marx en tire la leçon, c'est que le coup d'État de Bonaparte et la base sociale de Bonaparte renvoient au fait que la petite bourgeoisie et la paysannerie en particulier n'est pas capable de développer un programme qui lui soit propre, n'est pas capable de développer une orientation politique qui lui soit propre, et qu'au final, la satisfaction de ses intérêts ou le discours politique auquel elle va adhérer, eh bien, va dépendre des rapports de force, en dernière instance, entre bourgeoisie et prolétariat. Et il en tire cette idée extrêmement importante pour l'enfoncer, c'est que la paysannerie n'est pas un sujet politique indépendant, n'est pas un sujet politique autonome, qui est capable de se doter d'organisations ayant une stratégie pouvant défendre leurs intérêts propres. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va structurer beaucoup de la façon dont le marxisme, non seulement en Europe, puis également en partie dans le marxisme russe, cet élément-là va être au cœur de la façon dont les marxistes ont posé la question la question paysanne dans une situation, la situation russe, qui est naturellement totalement différente. Alors, je voulais partir de là, à développer un petit peu, parce que c'est un peu des coordonnées théoriques extrêmement importantes à partir desquelles la question paysanne s'est formulée, et donc comment les marxistes révolutionnaires l'ont abordée par la suite. Bon. Alors, excusez-moi. Alors, j'en arrive à le contexte russe. Donc, maintenant, ça a été dit, il y a eu d'autres exposés qui l'ont abordé un peu dans ce cycle, notamment sur l'exposé La Russie avant la Révolution. Au milieu du 19e siècle, plus de 90% de la population russe est paysanne. Ça va chuter un petit peu après l'industrialisation de la fin du siècle, pour arriver autour de 85% donc, au moment de la Révolution. L'État tsariste, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est né à la fin du Moyen-Âge, est une autocratie particulièrement despotique, qui a su en plus mobiliser et la noblesse et l'Église à son service, et qui réduit sur une très longue période la paysannerie donc, au servage, lui interdit toute liberté réelle et la soumet à l'échelle du pays à l'arbitraire des seigneurs, et naturellement l'exclut de toute propriété. La profondeur historique de l'oppression et de la misère, de la répression extrêmement sanglante et brutale des révoltes, qui naturellement ont scandé à intervalles plus ou moins réguliers cette histoire-là, conditionne, est l'élément déterminant, l'un des éléments déterminants qui permettent d'expliquer le rôle que va jouer donc la paysannerie au cours de l'année 17. Alors, une chose qui a été évoquée, déjà, c'est que comment la gestion de la terre, comment le travail de la terre est organisé. Et contrairement à un pays comme la France, et c'est là où ça va occasionner chez Marx et d'autres
une évolution un peu dans le regard posé sur la question, c'est que la gestion des terres dans les villages russes passe par le mir, qui est donc une sorte de propriété communautaire qui fonctionne au travers de redevances, de corvées, etc., qui sont directement appropriées par le seigneur. Contexte, c'est un contexte du servage déjà évoqué, mais cette forme de propriété a enraciné une certaine habitude du travail en commun, qui fait que la paysannerie russe, quand Marx, à la fin des années 70, début des années 80, se penche un peu sur cette situation, ben, il la regarde avec un œil un peu différent de celui avec lequel il regardait la paysannerie de type française, où c'est vraiment 17 millions de petits propriétaires, de troglodytes, comme il le dit, séparés par le mur de la petite propriété. Voilà. Là, il y a une différence. Et il en tire une interrogation, effectivement. La propriété communale, elle combine à la fois l'appropriation privée en raison de la grande propriété foncière dans le cadre du servage qui l'écrase, et en même temps une certaine appropriation ou un travail collectif du sol. Et Marx parle d'un dualisme inné dans cette forme sociale particulière, et il se pose la question, est-ce que c'est son élément de propriété collective qui va persister ou qui va finir par prédominer dans la suite de l'évolution historique, ou est-ce que c'est l'élément de la propriété privée qui finalement va finir par prédominer? Et il s'interroge, effectivement, à un moment, et il se dit, si ça se trouve, la voie du socialisme en Russie pourra s'appuyer sur cette forme collective, cette première forme collective d'appropriation du travail. Donc, ce qui évidemment change un petit peu la donne, parce que ça consiste quand même, sur la base de cette forme sociale particulière, à estimer que la paysannerie va pouvoir jouer un rôle d'une façon ou d'une autre, pas seulement sociale, mais aussi politique, potentiellement plus important. En tout cas, c'est une des possibilités qui émergent de cette configuration. Or, son ami Engels, comme vous savez, ben lui, il n'est pas d'accord. Il pense que cette propriété communautaire, elle est déjà en train de se décomposer, elle est en train de disparaître. Et Lénine, dans son ouvrage sur le développement du capitalisme en Russie, qu'il écrit à la toute fin du XIXe siècle, va en fait abonder profondément dans l'optique qui est celle d'Engels, en disant non, cette forme-là, elle a disparu, c'est le capitalisme qui s'est développé en Russie, qui a déjà considérablement façonné, pas simplement les villes, mais aussi la paysannerie. Il y a déjà une très grande hétérogénéité, la production d'un prolétariat agricole spécifique. Il parle le développement d'une frange de paysannerie pauvre de plus en plus importante, et que tout ça, tout ce développement-là rend totalement caduque cette idée que le MIR pourrait être un point d'appui pour mener une sorte de transition au socialisme pouvant s'appuyer dessus. Alors, ça se traduit, ça va conduire à un premier grand débat avec le courant sur lequel Jean-Philippe qu'il a déjà mentionné, le courant des populistes, qui non seulement souhaitent le pouvoir au peuple, contre l'autocratie, mais considèrent que la paysannerie va être le sommet social de la révolution. C'est pour ça qu'ils se tournent vers elle, parce que les populistes, eux, ont une idée qui est comparable à l'hypothèse qui était celle de Marx. Ils pensent que la maîtrise des moyens de production que le MIR, la dimension de maîtrise collective des moyens de production qui existait dans le MIR, pouvait être un foyer de construction du socialisme, en tout cas de l'émancipation dans ce sens-là. La polémique que va mener Lénine contre les populistes va notamment consister à dire que cette stratégie est une erreur, cette orientation est erronée, et que dans un pays, je reviens
reviens pas sur toute la caractérisation, la faiblesse de la bourgeoisie, de l'industrialisation, etc. Mais dans un pays où le capitalisme s'est déjà développé de la manière dont il le dit, le sujet politique qui va devoir assurer le leadership politique au sein d'une alliance large dans la situation russe, ce sera la classe ouvrière concentrée. Et là, on retombe sur tous les éléments qui ont déjà été évoqués par Jean-Philippe. Donc, je ne développe pas cet aspect-là. Alors, vous me dites ça va, je ne vais pas trop vite, pardon, c'est audible. Alors, pour éviter de répéter une minute. Alors, pour en arriver, on vient de synthétiser sur la question du débat stratégique tel qu'il se pose, notamment autour de 1905, et en me réappuyant sur ce que disait Lémy. La question qui se pose à l'époque, on le voit, c'est celle de quelle force sociale dans la Russie va pouvoir être le cœur et la force politique qui va assurer cette direction sur un sujet social de la révolution qui, par définition, ne pourra pas se réduire à la classe ouvrière. Donc la question, c'est quelles doivent être les formes que l'alliance ouvrière et populaire, ou l'alliance ouvrière et paysanne, va devoir prendre. Cette question-là, elle est indissociable d'une seconde question fondamentale, c'est qu'est-ce qui est possible de faire en Russie en ce moment? C'est-à-dire, elle dépend de la caractérisation qu'on fait donc de la révolution en cours, la révolution telle qu'elle est possible. Et c'est de ce point de vue-là que le statut politique de la paysannerie est indissociable, est étroitement lié à la façon dont on pose la façon dont on caractérise la possibilité révolutionnaire. Soit on pense, conformément au schéma historique un peu hérité du modèle français, qu'il faut d'abord une révolution démocratique, bourgeoise, qu'il faut cette étape-là, et que les étapes du socialisme viendront bien plus tard, etc. À ce moment-là, et je reviens sans en venir sur la position des mencheviks qui pensent que la bourgeoisie elle-même doit diriger ce processus-là. Lénine, lui, comme il est effectivement en 1905 sur cette ligne, il propose, ça a été rappelé, l'idée que la forme politique que doit prendre l'alliance entre ces deux sujets sociaux, ces deux classes sociales, ça va être celle de la dictature démocratique des ouvriers et des paysans. Donc, une formule de ce type-là, évidemment, c'est celle contre laquelle, dont Trotsky pense qu'elle est erronée, parce qu'il a lui-même une vision différente de la situation russe. Il pense, lui, que le début de la réalisation des aspirations démocratiques, c'est-à-dire le début de la révolution démocratique bourgeoise, va forcément, dans la mesure notamment où elle va supposer pouvoir libérer cette immense paysannerie de la répression qu'elle subit, de l'absence de liberté qu'elle a, et du pouvoir écrasant de la propriété foncière, mais qu'il va falloir faire une intrusion extrêmement profonde dans la propriété privée. Autrement dit, une intrusion dans la propriété privée, c'est-à-dire qu'il va falloir une réforme agraire. C'est-à-dire qu'une révolution démocratique bourgeoise va supposer une réforme agraire, un partage des terres, l'expropriation des grands propriétaires fonciers. Or ça ouvre d'emblée, puisque ça insiste sur, ça met le doigt sur l'attaque du droit de propriété, c'est l'une des bases qui, pour Trotsky, le conduit à dire que l'ouverture des tâches de la lutte démocratique, la poursuite excusez-moi.
que la révolution démocratique va immédiatement transcroître ou ouvrir aux premières tâches de la révolution socialiste et de la révolution prolétarienne, et qu'on ne peut pas donc avoir une vision de type étapiste comme les deux autres visions qu'il combat. Ça a une conséquence immédiate, c'est qu'il retombe dans ce contexte-là, d'une certaine façon, sur la thèse qui était celle de Marx. C'est-à-dire que par rapport à ces tâches socialistes que la révolution démocratique va très rapidement mettre à l'ordre du jour, la paysannerie ne pourra pas être le sujet ou un sujet politique de cette révolution au même titre que la classe ouvrière. C'est pour cela que lui, il polémique, parce qu'il est contre la formule de Lénine de la dictature démocratique des ouvriers et des paysans, et qu'il met déjà en avant la perspective de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire d'une alliance donc ouvrière paysanne, mais sous direction prolétarienne. Je développais ça parce que ça me semblait intéressant aussi de voir que dans ce contexte russe, et sur des bases qui sont différentes, avec toute une histoire entre-temps qui est différente, eh bien Trotsky en vient à mettre en avant une vision qui renvoie au final à celle du Marx de jeunesse, et pas du Marx qui s'est intéressé plus à la Russie. Voilà, il me semble intéressant de réfléchir aussi sur cet aspect-là. Alors, pour ne pas... pour en arriver voilà, à l'année 17, elle-même. L'année 17, elle va bousculer tous les repères antérieurs, mis à part l'orientation que Trotsky avait défendue d'une certaine façon, et Lénine sera celui qui va actualiser dans la foulée de la Révolution de février la vision, Jean-Philippe le disait, la vision qui était la sienne antérieurement. Mais avant de dire ça, il faut rappeler quelques éléments très concrets de cette année 17. Lors des 5 journées de février, et ça Trotsky insiste énormément dessus évidemment dans son ouvrage, à partir du 3e jour de ces journées de février, une chose devient claire, c'est que le sort de l'insurrection va dépendre de l'armée, c'est-à-dire dans leur immense majorité des paysans, donc qui sont des paysans sous l'uniforme. Il y insiste énormément en disant que c'est le basculement définitif de la majorité des unités de soldats et de la garnison de soldats et de la garnison de Petrograd en particulier, et la fraternisation des soldats avec les insurgés, c'est-à-dire du moujik en uniforme avec le prolétaire urbain, qui vont sceller le destin de l'État tsariste et le faire s'écrouler comme un château de cartes. Donc, insister sur cet élément-là que pointe Trotsky, c'est bien montrer que dans la possibilité même de la révolution de février a été conditionnée par l'entrée dans le processus de l'armée, donc de la paysannerie. Alors même si la paysannerie n'a pas été évidemment à l'avant-garde politique qui a mené à la révolution de février, c'est la façon dont moi en tout cas je relis ce chapitre de Trotsky, c'est que sans la paysannerie, il n'y avait pas de février. Et c'est bien ce qu'il dit aussi dans la citation que je disais au début. C'est un poids socialement et à ce moment-là politiquement tout à fait majeur. Alors, mais la paysannerie qui n'est pas, mobilisée dans les villes sous uniforme, la paysannerie qui est encore dans les campagnes, elle ne va pas se mettre en mouvement dès février. Ça ne va pas se faire avec la même temporalité. La paysannerie, qu'est-ce qu'elle attend? Effectivement, elle attend le partage des terres. Elle attend qu'on lui donne la terre qu'elle travaille et qu'elle n'a jamais
à laquelle elle n'a jamais réellement pu accéder. Les différentes réformes, notamment les réformes de Stolypine en 1905-1906, avaient surtout permis de constituer une petite bourgeoisie rurale qui commençait à faire envie à la masse de la paysannerie, mais dont elle était en réalité totalement exclue. Combiné à la haine de la guerre, à la famine, à la misère et au fait que le gouvernement provisoire, mis à part le suffrage universel et ces éléments, les éléments que tu pointais, le gouvernement provisoire n'octroie pas la terre aux paysans. Le gouvernement provisoire n'arrête pas la guerre qui est de plus en plus haïe, exécrée par non seulement une masse croissante, pas simplement des ouvriers, mais aussi des paysans, et le mécontentement, la colère des campagnes, elle commence à monter en sauce, si vous voulez, et pour prendre un petit passage du classique de Marc Ferraud, La Révolution de 1917, enfin voilà comment il résume un peu la dynamique à ce moment-là. Voilà comment pour résumer. L'impatience de la paysannerie s'explique suffisamment par l'attente et par tout un passé de douleur. Comme les provinces les plus ouvertes au commerce voyaient petit à petit se développer une bourgeoisie paysanne de plus en plus aisée, que celle-ci naissait à son tour dans les provinces centrales, le sort de cette minorité combla d'envie tout le reste de la paysannerie. Les réformes de Stolypine n'avaient pas seulement eu pour effet de faire naître une bourgeoisie rurale et d'orienter vers la propriété privée les aspirations des moujiks, des paysans, elles avaient également désintégré la communauté villageoise, le MIR en particulier, et avec elle la solidarité des biens familiaux. Cette décomposition ne fut pas sans conséquence. Chacun, utilisant sa liberté comme il l'entendait, se mit à œuvrer pour lui-même. Pendant les 4 premiers mois de 1917, on compte autant d'actes isolés que d'actions collectives contre l'ancien ordre. Faute d'avoir reçu par décret toute la terre en partage, la paysannerie se mit en mouvement dès le mois de mars. Assez lente à démarrer, il lui fallut 4 mois pour atteindre à son plein épanouissement. Mais telle fut sa violence pendant l'été 1917 qu'il emporta le régime né dans l'allégresse de février. C'est un élément extrêmement important, et pour il me reste 5 minutes, je vais essayer de trancher plus dans le vif. L'été 1917, c'est justement le moment où se produit cette guerre de paysans, d'une certaine façon, dont Trotsky dit qu'elle est organiquement, que c'est un pilier, voilà, de l'ensemble du processus révolutionnaire de 17. Alors, ça a été évoqué par Ferraud, mais et après, à partir de avril-mai, les campagnes bouillonnent de plus en plus, et pendant l'été, il y a des milliers de soulèvements locaux qui règlent de fait le problème du partage et de l'expropriation des grands propriétaires. Beaucoup de manoirs sont mis à sac, des grandes propriétés idem. On compte toute une série de pillages, de saccages, tout ce que vous voulez. Il y a toute une dimension de jacquerie effectivement extrêmement importante, dont tous les historiens marxistes ou non d'ailleurs estiment qu'elle cristallise effectivement la vengeance d'un peuple qui a été humilié, méprisé et brutalisé depuis des siècles et qui a vraiment envie de rendre gorge à ses bourreaux. Et l'un de ceux qui est le plus attentif à ce qui se passe dans les campagnes, à l'époque, c'est justement Lénine. Alors ça a été évoqué, le programme des bolcheviks, jusqu'au printemps, c'est le programme de la nationalisation, de la socialisation de la terre, etc., de la collectivisation. Mais c'est un mot d'ordre qu'il ne met pas trop en avant non plus dans ces thèses d'avril, parce que c'est un petit peu propagandiste encore à l'époque. Et les bolcheviks, et Lénine en particulier, comprend que ce n'est pas un programme qui est adapté par rapport aux aspirations et aux intérêts actuels, et pas dans l'avenir, un avenir plus ou moins lointain, pour reprendre la distinction sur laquelle que faisait Marx, que ce n'est pas leur programme qui est adapté. C'est pour ça qu'ils reprennent le programme des SR de gauche, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire un programme de partage de la terre, qui n'est pas évidemment
passe sur tout le processus de l'été, mais pour résumer, avec une citation de Lénine dans son texte du 29 septembre, alors je ne sais pas si c'est le calendrier à eux ou à nous, qui sait, hein, voilà. C'est un texte en tout cas qui est important, qui s'intitule La crise est mûre. C'est un texte dans lequel il dit: en Russie, le grand tournant de la révolution est incontestablement arrivé. Dans ce pays paysan, sous un gouvernement républicain révolutionnaire jouissant du soutien des partis socialistes révolutionnaires et mencheviques qui dominait hier encore au sein de la démocratie petite bourgeoise, un soulèvement paysan grandit. Les paysans seraient traîtres à la paysannerie s'ils ne faisaient rien. Car tolérer qu'un gouvernement écrase le soulèvement paysan, c'est perdre toute la révolution, la perdre à jamais et sans retour. Vous voyez l'importance majeure que Lénine accorde, voilà, à cette guerre de paysans comme étant le signe, vu que cette guerre elle est là, le signe que la révolution est possible. Parce que la force sociale largement majoritaire dans le pays, même si elle n'est plus la force politique qui doit donner le ton, l'orientation, puisque ça c'est la tâche du prolétariat révolutionnaire, sans cette force sociale, la révolution, en gros, ne l'était pas mûre. D'où la conjonction. Alors, je vais terminer avec plein d'autres choses qu'il aurait fallu évoquer, etc., etc., avec deux remarques. D'abord, sur qu'est-ce qui suit le décret sur la terre, qui suit la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre. Ben, le décret sur la terre, qui est un des premiers décrets avec le décret sur la paix, qui est pris par le nouveau pouvoir, en fait, il est expressif du poids accordé à la paysannerie. Il proclame, le décret, l'abolition sans indemnité de la propriété privée, des grands propriétaires, et la remise de toutes les terres à la disposition des comités agraires locaux. Donc il y a toute une discussion plus concrète sur ce qu'étaient ces comités agraires locaux qui étaient nés, qui s'étaient beaucoup développés notamment pendant l'été. Je passe. Mais en réalité, ce décret, il ne fait que légaliser et avaliser un fait accompli. Les paysans se sont appropriés la terre pendant l'été. Le nouveau pouvoir, valide ce qui s'est déjà produit. Quant au mot d'ordre de la collectivisation, de la nationalisation, qui était au cœur du programme bolchevique, il est de façon provisoire peut-être, mais sans date, sans deadline, il est mis de côté jusqu'à plus tard. Et Lénine explique la chose très clairement, en soulignant qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte des aspirations des masses, même quand on n'est pas d'accord avec elles. Et que c'est ça, la dynamique réelle, le passage de l'algèbre à l'arithmétique de la révolution, ça se traduit justement par le fait qu'on ne peut pas appliquer de façon... le passage de l'abstrait au concret, comment dire, ne peut évidemment pas se régler de façon prématurée. Et j'avais envie, mais là je ne sais pas, peut-être que j'abuse avec mes citations, mais en même temps, je voulais terminer par un passage qui n'est pas très long, mais que je trouve extrêmement parlant sur qu'est-ce que ça veut dire être révolutionnaire, qu'est-ce que ça veut dire de passer de l'abstrait au concret, quand on mène une stratégie, comment on arrive à raisonner avec le mouvement de masse en s'y adaptant nécessairement, mais sans s'y adapter politiquement, c'est-à-dire en reculant sur les objectifs, mais sans pouvoir aller plus vite que la musique. Eh bien, voilà, j'ouvre la citation qui débute sur l'évocation d'une légende. Donc voilà ce que dit Lina. La légende est tenace. Les socialistes révolutionnaires implantés dans les campagnes défendaient les intérêts paysans. Les bolcheviks, qui n'y entendaient rien, mais voyaient le peu de succès de leur ligne agraire, la collectivisation, reprirent à leur compte le programme agraire DSR, ce qui leur valut l'alliance éphémère de la paysannerie au moment du coup d'État d'octobre. Alliance éphémère. Ils disent qu'une légende. Pourquoi? La réalité est autre. C'est une sorte de chassé-croisé qui eut lieu entre la révolution de février et celle d'octobre. Au début, en l'absence de mouvement de masse paysan, les SR défendaient résolument une ligne de partage des terres qui paraissait avoir la sympathie du monde rural. Les bolcheviks, eux, hésitaient, et Lénine ne cachait pas ses doutes quant au rôle de la paysannerie dans la révolution. Voilà.
son rôle politique. Lui, il était déjà sur l'idée, avec cette avril, de toute façon, c'est sous la direction du prolétariat que les choses se font. Puis, à mesure que les troubles éclataient dans les campagnes, les SR, qui participaient au gouvernement provisoire, se faisaient plus timorés, puis franchement hostiles. Partage, oui, disait-il, mais alors dans la légalité. Hein, attention. Pas question de laisser faire les paysans eux-mêmes, hein, non donc. Il faut attendre l'Assemblée constituante. Comme ça, tu évoquais ça. Les bolcheviks, eux, faisaient le trajet inverse. Les paysans ont raison de se révolter et de prendre les terres sans attendre. Et puisque la volonté des masses commence à s'affirmer dans la pratique, nous, bolcheviks, soutenons le projet de décret sur la terre que les SR ont présenté et que les députés paysans ont adopté. Mais paradoxe, les SR, déjà inquiets du développement des mouvements spontanés dans les campagnes, ne défendent plus leur propre projet que du bout des lèvres, au moment où les bolcheviks s'en font les ardents propagandistes. Question. Opportunisme que ces zigzags dans la ligne agraire des bolcheviks, oui, on a l'impression que ça change d'avis en fonction des circonstances. Oui, si l'on s'imagine qu'une ligne politique se déduit d'un corps de doctrine et d'un ensemble de définitions posées au départ. En gros, si on pense qu'une ligne politique concrète, c'est l'application mécanique d'une ligne abstraite. Non. Si l'on pense que l'essence de la révolution, c'est le mouvement de masse, et que le mouvement de masse crée des choses nouvelles. Si l'on tient que seule est pertinente en dernière analyse l'attitude vis-à-vis du mouvement de masse, on le prendra comme fil directeur. Et c'est ça qu'ont réussi les bolcheviks, et c'est ça que, en revanche, le reste du siècle, c'est ça qui n'a pas réussi dans une autre configuration ayant le même caractère d'exceptionnalité. Pour terminer sur ce terme, et comme ça le bouclier du coup.